Après les lignes de train, la fibre optique, de nouveaux sabotages contre les JO ont eu lieu cette nuit dans 9 départements. Résultat, plus de téléphone ou plus d'internet pour les abonnés de plusieurs opérateurs, notamment Free ou SFR. Explication Pierre-Louis Bousset avec Tom Beck. Et ici, pareil, la même chose, ça a été sectionné aussi. C'est vers 3h30 du matin que ces câbles de fibre optique ont été coupés. Des installations pourtant recouvertes par de lourdes plaques de fonte, mais cela n'a pas suffi à décourager les auteurs de ces dégradations. Il faut vraiment connaître le réseau pour pouvoir y intervenir et puis sectionner et faire ce genre d'acte de vandalisme. Des sabotages aussi dans d'autres départements comme l'Oise ou les Bouches-du-Rhône. Ce sont principalement des câbles de fibre optique appartenant à SFR qui ont été sectionnés dans la nuit de dimanche à lundi, touchant 10 000 clients de l'opérateur. D'autres réseaux de télécommunications ont également été perturbés. Quelques jours auparavant, c'est une antenne relais qui a été incendiée dans cette commune de Haute-Garonne. Une inscription anti-JO a également été laissée. Résultat, ces habitants se sont retrouvés privés de réseau fixe et Internet. Un geste incompréhensible pour le maire de la commune. Quand on discute en démocratie, on le fait à visage découvert. On ne s'attaque pas à une population. On ne la cible pas parce que là, c'est finalement l'ensemble de la population qui supporte la défense d'idées que l'on peut parfois comprendre, difficilement admettre. Des enquêtes ont été ouvertes concernant ces actes qui n'ont à ce stade pas fait l'objet de revendications. On parle en plateau avec Guillaume Fard, consultant police-justice BFM TV, Jérôme Poirot, Marc Rolland qui l'a suppléé, capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Et nous retrouvons également Damien Bancal, fondateur du site Zataz et spécialiste de la cyberintelligence. Guillaume, on va commencer avec vous déjà sur ce nouveau ciblage. On a eu les voies ferrées, là on a les lignes de communication. Pourquoi cibler ce type d'infrastructure ? D'abord, on ne sait pas si ces deux affaires sont liées, mais effectivement, ça fait un peu une loi des séries. Vous avez raison, dans un laps de temps court. Et puis concomitant au JO. Absolument. Et il y avait des menaces qui planaient, ou qui planent toujours, parce que les JO sont en cours, sur cet événement. Certains appelant à le perturber autant que possible, notamment en créant du désagrément. Et s'en prendre aux lignes à grande vitesse, c'est du désagrément pour les voyageurs. S'en prendre à des câbles de fibres, c'est du désagrément pour les internautes. Et puis, pour répondre à votre question, ça fait parler. Et si l'enquête venait à démontrer que derrière ces faits-là, il y avait la mouvance ultra-gauche, c'est la première intention des investigations, première orientation, on serait clairement dans une logique qui consiste à attirer l'attention sur une idéologie. Maintenant, on reste à avoir des communiqués et à ce que l'enquête progresse. Marc Rolland, y a-t-il des profils particuliers qui sont surveillés, qui font l'objet de surveillance? Il y a toujours une surveillance passée pour des profils qui ont déjà présenté par le passé, en raison de leur comportement, des troubles majeurs à l'ordre public. Ces profils sont suivis, ces profils sont actualisés dans des bases de données, avec des rendez-vous réguliers, semestriels, mensuels, hebdomadaires, qui sont discutés en commission afin de savoir s'il est opportun ou pas de continuer la surveillance. En tout cas, oui, en France, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui font l'objet de surveillance. Damien Bancal, vous qui êtes spécialiste en cyberintelligence, ces attaques de réseaux télécoms sur les lignes de téléphone, d'Internet, ça a quel impact sur le commun, sur le quotidien des Français, mais aussi des entreprises ? La perturbation, on l'a bien compris, ne plus pouvoir contacter les secours, ne plus pouvoir se connecter à Internet juste pour avoir les informations. Je suis une entreprise, ne plus pouvoir contacter mes clients, gérer mes stocks, bref, aujourd'hui on est ultra connecté. Et le fait que par une simple coupure de connexion, je suis coupé du monde. Et c'est aussi un peu le jeu de dire, regardez, simplement en coupant une fibre, on peut clairement vous retrouver là, voilà, complètement perdu. Marc, une question qu'on se pose également. Damien Bancal, est-ce que ces câbles sont facilement identifiables, repérables pour le commun des mortels? Ce sont des organisations qui les ont repérés et qui en font leur cible?
il est très clair que je ne vais pas prendre un moteur de recherche et demander un plan exact de où se trouvent les différentes armoires, par exemple, si je veux utiliser un terme assez simplifié. C'est pas simple à trouver, mais des gens professionnels, on va appeler ce terme-là des actes de malveillance, qui ont vraiment pour mission d'orchestrer une attaque, voilà, sur du matériel, l'information peut se trouver. Il suffit par exemple de poser la question sur un salon où on va rencontrer, par exemple, un salon professionnel où on va rencontrer des professionnels qui mettent en place, par exemple, des coffrets blindés. Ça peut être aussi directement appeler la mairie pour demander est-ce que je peux construire ma maison là, est-ce qu'il n'y a rien qui va perturber. Voilà, c'est de la collecte d'informations et donc ça a toujours existé dans la vie physique, mais la vie numérique aide aussi à la collecte. Alors c'est de la récupération d'informations dans un but qui n'est pas très légal, quoi. Ah bah soyons très clairs, là on n'est pas du tout dans l'état d'esprit de je voudrais construire une maison, est-ce qu'il va y avoir des câbles sous ma maison? Non, on est clairement dans une collecte d'informations pour l'acte de malveillance. Et aujourd'hui, il existe des sites web, des sites aussi dans le dark web, mais des gens qui sont professionnalisés dans la collecte de ce type d'informations parce qu'on va y trouver soit des acheteurs, soit tout simplement la partager à différentes mouvances, quelles qu'elles soient, pour qu'elles puissent agir. Et on l'a vu dernièrement sur des blogs d'anarchistes qui ont clairement diffuser des photos, des vidéos, voire même des revendications plus ou moins farfelues. Marc Rolland, séparation, de savoir que si on fait un peu de recherche, si on contacte les bonnes personnes, finalement on n'a pas besoin d'être forcément, parce que c'est aussi la question de savoir si certaines personnes travaillant dans ce type d'entreprise ou à la SNCF par exemple auraient pu être complices. Là on a l'impression qu'en fait, si on cherche bien, on peut trouver l'information sur ces installations. Et on peut trouver l'information très facilement, parce que lorsque vous promenez à Paris, vous voyez souvent ces trappes ouvertes, ces armoires en plastique qui sont défoncées, et on voit tout à chacun, lorsqu'on se promène, des câbles qui sont exposés au public. Donc il n'y a aucune difficulté particulière pour causer des préjudices majeurs. Alors parmi les pistes, Guillaume Fard, les pistes évoquées, on va rester très très prudent parce que certains d'ailleurs déjà ont fait machine arrière. Il y a la piste de l'ultra-gauche. Pourquoi ? Parce que d'abord l'ultra-gauche appelle à s'en prendre aux infrastructures, à certaines infrastructures, et dans ces modes opératoires, il y a le sabotage. Il y a toutes les formes d'entrave. L'entrave, ça peut consister à s'allonger sur une route, se coller les mains au bitume, bloquer, organiser des chaînes humaines, empêcher tel ou tel de circuler. Et puis ensuite, si on monte en intensité, il y a le sabotage. Ça, c'est la première raison pour le mode opératoire. Ensuite, il y a la question des mots d'ordre et des appels à la mobilisation. L'ultra-gauche a toujours dit qu'elle ne souhaitait pas que les Jeux se tiennent en France parce que c'était une entreprise des Jeux Olympiques d'asservissement des populations par les États qui les accueillent, parce qu'elle considère que c'est aussi l'occasion d'organiser une surveillance de masse ou un dispositif policier peut-être plus appuyé qu'en d'autres circonstances. Donc il y a une hostilité aux Jeux Olympiques et depuis que la France a été désignée comme pays d'accueil, il y a eu toute une série d'appels au boycott, à la désobéissance civile et jusqu'à la perturbation du relais de la flamme, puis maintenant des Jeux Olympiques eux-mêmes. Et c'est pas tout à fait un hasard si le 26 juillet, il y a eu ce sabotage des lignes à grande vitesse, alors même que c'était le jour de la cérémonie d'ouverture, et que quelques jours après, un communiqué un peu obscur de revendication parvient à toute une série de journalistes appartenant à différentes rédactions, notamment des médias internationaux et étrangers. Donc, c'est pour ça que les regards se tournent assez volontiers vers l'extrême gauche, vers l'ultra-gauche, comme disent les services de renseignement. Maintenant, c'est pas parce que vous avez une orientation d'enquête que vous avez une conclusion d'enquête. Donc il faut évidemment trouver des responsables et, le cas échéant, les traduire dans la justice. Donc des indices qui mènent à penser que ça pourrait être l'ultra-gauche. Écoutons le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui justement évoquait, avec beaucoup de prudence, vous allez l'entendre, cette piste. Nous avons identifié un certain nombre de profils de personnes qui auraient pu commettre ces sabotages très volontaires, très ciblés aussi. Ce qui nous a beaucoup intéressés, inquiétés, c'est qu'il s'agit de lieux de communication extrêmement précis, donc sans doute avec des renseignements de la part de ceux qui ont saboté. C'est le mode traditionnel d'action de l'ultra-gauche, on l'a vu précédemment. Je ne voudrais pas trop m'avancer, puisque la question de savoir si ces personnes ont été manipulées par d'autres personnes, ou est-ce que c'est pour leur propre compte. Alors Marc Rolland, un travail d'investigation important sur le terrain.
c'est une piste, on l'évoquait à l'instant avec Guillaume. Il y en a d'autres éventuellement ? Il faut quand même savoir que lorsqu'on s'oriente sur une piste de cette nature-là, on travaille beaucoup sur des fonds documentaires qu'on détient depuis des années au titre du renseignement administratif, puisque le renseignement vise précisément à garantir l'avenir, la tranquillité publique et le cas échéant à transmettre ces informations qu'on blanchit en procédure pénale. C'est important cette nuance, puisque le renseignement n'a pas vocation coercitive, il ne sert qu'à alimenter le devenir de la France de demain. En cela, effectivement, on s'oriente vers des profils particuliers parce qu'on connaît leur mode d'action, on connaît leur capacité de nuisance, et effectivement, ces renseignements collectés sur le terrain abondent et sont croisés avec des éléments déjà détenus dans nos fichiers, dans nos archives, et effectivement permettent de consolider telle ou telle piste. Damien Bancal, pour savoir justement qui se cache derrière ces attaques, alors il n'y a pas forcément de lien entre les attaques sur les lignes de train ou encore sur ces installations de télécom, mais tout de même, est-ce qu'il y a des indices du côté d'Internet sur de potentiels auteurs, de potentiels pays, forces qui souhaiteraient nuire à la France ? Alors c'est très compliqué. Bon, dans tous les cas, on a clairement une population, on va la citer, russophone et russe, qui depuis des semaines et des mois communique à grands coups d'images, de vidéos, de textes, voire même de tentatives de blocage de sites web, pour manifester. Un activisme en tout cas très présent sur les réseaux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu depuis quelques semaines des populations que moi j'appelle les pas contents. Voilà, on a repéré par exemple des francophones qui allaient clairement demander à des pirates russes est-ce que vous allez vous intéresser aux Jeux Olympiques ? Est-ce que vous allez vous intéresser à tel ou tel secteur ? Voilà, l'idée, c'est qu'on a aussi des populations qui n'ont pas obligatoirement d'idées politiques, qui sont là pour se dire, tiens, si on mettait un petit peu la pagaille, il est là la grosse problématique, c'est que au milieu de tout ce petit monde, on a véritablement des aspects géopolitiques, économiques, et puis il y a l'Internet, et donc on a des populations qui se disent, si on peut mettre un petit peu la pagaille, faisons-le. Alors ils diffusent des images, des photos, c'est souvent en plus des gens qui ne comprennent pas véritablement ce qui se passe, mais l'important, c'est de relayer. Damien Bancal, ce type d'opération de déstabilisation, comme on l'a vu, et ça a été évoqué vendredi à l'occasion des attaques sur le réseau ferré français, ces attaques, elles arrivent en France ou elles arrivent ailleurs à l'occasion de gros événements comme les Jeux Olympiques ou des grands rassemblements politiques ? Écoutez, c'est simple, on a affaire à des activistes qui agissent matin, midi et soir depuis des années. On va prendre l'exemple de différents pays. La Suisse a été cyberattaquée, la Belgique, le Canada. On a plus ou moins des idées. Alors, soit parce qu'il y a une orientation politique, parce qu'il va y avoir des élections, soit parce que c'est tout simplement l'occasion qui fait le larron. On veut attaquer. Là, un exemple très concret, l'Espagne en ce moment subit des cyberattaques de Russes et de russophones parce que des membres qui étaient eux-mêmes espagnols, donc rien à voir avec la Russie, ont été arrêtés parce qu'ils participer à des cyberattaques de blocage de sites web. Voilà, on est aussi avec des mouvances de jeunes, de moins jeunes, de gens qui comprennent plus ou moins ce qu'ils font. Et puis au milieu de tout ça, on a par exemple des gens qui clairement manipulent et qui peuvent proposer des idées, qui peuvent proposer des cibles, et puis laissent tourner malheureusement une machine qui est incontrôlable. Marc Rolland, est-ce qu'il y a des installations, des équipements, des opérateurs qui sont plus sensibles que d'autres, plus susceptibles d'être visés ? Là, on a vu, donc ça a été le cas sur le rail, sur les réseaux de télécommunications. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça, points très sensibles qu'il faut particulièrement surveiller du coup ? Alors, je ne vous le dirai pas, parce que la prudence est de mise, effectivement. Il y a effectivement des sites à haute valeur ajoutée, des points d'intérêt vitaux, qui sont d'ailleurs surveillés par la DGSI au titre de l'annualité du renseignement et de la mise à jour de nos correspondants. Autant d'éléments que je ne vous ferai pas part ce soir. On comprend pourquoi, évidemment. Exactement. Mais effectivement, il y a en France des valeurs ajoutées de nature économique, militaire, structurelle et politique qu'il convient de protéger. Damien Bancal, on vient de le voir, il y a des attaques, réseau SNCF, télécommunications. Il y a des attaques, est-ce qu'il y a des défenses, des moyens pour se protéger ? On l'a vu, même s'il y a eu des coupures de fibres, ça n'a pas impacté la région parisienne, par exemple. Ça a été très vite réparé. Donc déjà, on voit qu'on a des équipes, on a des employés, on l'a vu avec la SNCF, qui très vite agissent. On a affaire à des vrais professionnels. Après, on a eu aussi énormément d'entraînement en amont. Si on prend l'exemple des Jeux Olympiques, on peut parler du Saint-Bernard de la cybersécurité, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui depuis des mois, voire des années,
à alerter, informer, éduquer et entraîner. Un exemple très concret, quelques mois avant les Jeux Olympiques, je prends l'exemple par exemple de Lille, où on avait le pôle cyber qui avait organisé un énorme entraînement pour justement pouvoir répondre le plus rapidement possible à une problématique de cyberattaque visant la santé, les transports publics, voire le grand stade Pierre Mauroy. Donc voilà, l'entraînement, honnêtement, là on le voit, porte quand même ses fruits. On a effectivement des gens qui ont fait quelques dégâts, même si ces dégâts peuvent entraîner de véritables problèmes. On l'a vu par exemple avec certaines mairies. Mais la réponse a été super rapide et je trouve ça rassurant de se dire qu'on a énormément de gens qui veillent, que ce soit dans le public et le privé. Justement, ces actes de vandalisme, on en parle parce qu'en effet, ils ont eu lieu. Guillaume Fard, comme le dit Damien Bancal, ça veut dire qu'il y a aussi peut-être d'autres actes qui ont été perpétrés, mais qui ont été déjoués. Oui, alors depuis le début de l'année, même depuis l'arrivée de la flamme olympique sur le territoire national le 8 mai, il y a un nombre significatif d'actions qui sont entravées, déjouées par les services de renseignement. Ça peut consister en du sabotage, ça peut être d'autres types d'actions. Les services de renseignement, oui, ils arrivent quand ils ont la bonne information à empêcher des personnes d'agir, puis les services d'enquête arrivent à retrouver certains des auteurs. Maintenant, il n'est pas possible de surveiller l'intégralité des infrastructures sensibles, entre celles qui consistent à transporter de l'énergie, les infrastructures de transport, les infrastructures d'alimentation Internet. Enfin, on ne peut pas tout surveiller partout sur le territoire national. Et c'est ce qui explique que certaines de ces actions réussissent et que parfois il y ait des désagréments de plus ou moins grande importance, de plus ou moins grande ampleur. Là, sur la question de l'Internet, c'était certains opérateurs qui ont été touchés. Pour la SNCF, vendredi dernier, c'était beaucoup plus grave puisque c'était 3 grands axes majeurs de communication sur 4. Damien Bancal, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va prendre beaucoup de temps pour être totalement réparé? On a vu que pour la SNCF, Guillaume en parlait à l'instant, ça a pris 24-48 heures. Des réseaux sont déjà rétablis? Fonctionnent normalement? Alors, on l'a vu, hein. Oui, complètement. On l'a vu, par exemple, SFR Free l'ont annoncé, quasiment tout était intégralement réparé. C'est simple, hein, les camions laboratoires ont débarqué, ont pu réparer, parce qu'on savait, dans tous les cas, que des équipes sont prêtes à intervenir. Parce qu'il peut y avoir un accident, lors de travaux, hein, une pelleteuse qui arrache les fibres ou le câble, eh bien il y a des équipes sur le terrain. Et bien là, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des équipes sur le terrain capables de répondre le plus rapidement possible. Et ça aussi, c'est rassurant de montrer que, eh bien, il y a des équipes sur le terrain. Alors elles travaillent 24 heures sur 24, elles aussi, hein, elles sont là pour pouvoir répondre à ce genre de problématiques qui étaient malheureusement pas prévues obligatoirement aujourd'hui. Marc Rolland, ça veut dire qu'à tout moment, les jeux vont durer encore quelques jours. Des répliques sont possibles pour le réseau Télécom, pour le réseau SNCF? Des répliques sont toujours possibles parce qu'il ne faut jamais mésestimer la nature humaine, hein, avec sa perversité. Et on peut toujours s'attendre à ce que des groupes isolés puissent agir, profitant précisément de la publicité qui leur est donnée par le biais de ces Jeux olympiques. Guillaume Fard, pour revenir sur l'enquête, évidemment, qui a été ouverte, hein, même s'il n'y a pas encore de revendication, si on ne sait pas qui est derrière, pas d'interpellation non plus. Il y a une enquête ouverte pour 3 chefs. Détérioration de biens de nature apportée, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ces crimes et délits. De quoi sont passibles ces chefs? Une cour d'assises. Même ça. Après, oui, ça peut... Non, mais ça montre l'importance justement de ces actes. Oui, parce qu'on ne dégrade pas n'importe quel bien. Je ne veux pas dire que c'est bien de dégrader, mais selon ce que vous dégradez, la gravité n'est pas la même. C'est qu'il y a certains biens qui sont d'importance stratégique plus importante que... Importance vitale, vous l'avez dit. Et donc, pour cela en particulier, on tombe dans des chefs d'incrimination criminels. Et donc, vous risquez effectivement au moins 15 années de réclusion criminelle pour ce que vous avez décrit. Merci à tous les trois, en tout cas. Merci à tous les trois pour vos explications et votre éclairage sur ce